D'un point de vue élevage, c'est super facile à gérer des alpagas. Ça mange du foin. 95% de leur nutrition, c'est des ruminants. Fait 95% de leur nutrition, ça vient de foin, principalement sec, mais aussi comme nous, on les laisse en package dehors. Fait qu'ils peuvent manger du foin frais qui pousse à longueur de l'été. L'hiver, c'est du foin sec. On leur donne la moulée 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, comme complément alimentaire pour s'assurer qu'il ne manque pas de minéraux, il ne manque pas de vitamines, de choses comme ça. Mais sinon, c'est très simple. C'est des animaux qui sont très relax, qui sont assez solides, ils ne tombent pas souvent malades, ils sont quand même corrects. Je les déconseille fortement, par contre, pour des gens qui ne veulent pas faire un élevage. C'est pas un animal de compagnie, parce que c'est des animaux qui ont besoin d'être en groupe. Tout seul, ça se laisse dépérir tout seul. Ça a vraiment besoin d'être avec d'autres alpagas ou d'autres lamas à la limite. Allez les filles! Allez les filles! Allez, filles, c'est la logique. Allez, filles. Vas-y. Eh oui, c'est correct. On devinera que l'alpaga, ça vient pas du Québec. C'est un animal au départ qui vient du Pérou. Des Andes, mais la région principalement, la région qui est couverte par le Pérou présentement, c'est des cousins des lamas et des chameaux. Les trois espèces, ces espèces se sont développées il y a longtemps en Amérique du Sud. C'est pas des alpagas au départ, c'est un autre animal qui est sauvage. Ça a été travaillé par les humains jusqu'à temps de créer les alpagas. C'est dans les années 80-90, si je me souviens bien, que ça a été importé par des investisseurs américains en Amérique du Nord. Puis de là est décollé dans le fond toute l'industrie de l'alpaga au Québec, au Canada, aux États-Unis et tout ça. Hop! Hop, hop! D'habitude, en élevage, ce qui est conseillé, c'est de séparer les mâles des femelles. Dans notre cas, on essaie de garder quand même une bonne espace entre les deux packages. Il y a 2-3 raisons pour ça. Il y a un aspect où la socialisation entre les gars et les filles est drastiquement différent. Les filles vont plus, c'est beaucoup plus, ils chialent, ils se grognent après. Les gars, ça peut aller jusqu'à se battre, puis quand même sévèrement. Là, quand ils se battent et font des duels d'habitude, leur objectif, c'est de se castrer. Fait que ça peut rapidement devenir des blessures graves. Puis c'est pour ça, ce que j'aime dire, en fait, c'est que la raison pourquoi on ne mélange pas nos mâles et femelles,
c'est qu'à la fin de l'été, toutes mes femelles seraient enceintes puis il me resterait un seul mâle. On veut éviter ça, fait qu'on les sépare chacun de leur côté. Dans le fond, ces animaux sont super sociables. Puis des comportements comme cracher, ils ont plein d'autres comportements de ce type-là où ils ont des bruits qu'ils vont faire, ils vont crier, Puis ça va escalader, ça va monter en intensité jusqu'à cracher. Autant les filles que les gars, 95% du temps, quand ils crachent, c'est entre eux autres, ils font juste cracher dans les airs. Puis c'est une manière de dire « Arrête, tu m'énerves, va-t'en ». Nous, la majorité du temps, on se fait cracher dessus, c'est parce qu'on t'es là quand eux s'entrecrachent. Pour qu'ils crachent sur un humain, il faut vraiment que tu cours après. Originalement, je viens de l'Abitibi. Je suis natif de Rouyn-Noranda, en fait. De fil en aiguille, par contre, pour aller aux études, j'ai été à Montréal. J'ai eu une belle vie remplie d'aventures. Puis on a décidé qu'on voulait faire un retour en région, dans le fond, qu'on cherchait une terre qu'on pouvait partir un projet agricole. Puis la raison franche pour qu'on s'est retrouvé à Saint-Pamphile, c'est parce que les terres sont achetables. Fait que puis ça ressemble beaucoup à l'Abitibi, je te mentirais pas, l'industrie est similaire, fait que les gens sont assez similaires. J'ai l'impression de retourner à la maison, là. Ce qui fait que l'alpaga est vraiment intéressant puis vaut la peine d'être travaillé avec, c'est la fibre. C'est une fibre qui est une qualité vraiment similaire à du cachemire, dans l'imaginaire plus local. Fait que ça fait une fibre qui est super fine, super douce, très chaude. Puis tu peux faire des produits qui sont plus haut de gamme, entre guillemets, qu'est-ce qu'on peut faire avec le mouton commercial. Fait que la laine d'alpaga, on a une laine qui est beaucoup plus douce, mais qui va moins se tenir facilement ensemble, elle va se défaire. Puis elle va avoir une tendance, elle a la qualité d'être hypoallergène comparativement à la laine de mouton. De l'autre côté, on a une laine qui est une laine de mouton commerciale, fait qu'il faut, puis on n'a pas eu le temps de la laver encore malheureusement, mais on peut voir qu'elle veut se tenir. Même si je tire, là, la laine reste mottonnée ensemble. Ce qui est la raison principale, en fait, d'habitude, pourquoi que si on fait quelque chose avec l'alpaga, c'est vraiment pas rare qu'on va racheter la laine de mouton dedans pour avoir ces qualités-là de se tenir ensemble, tout en ayant la douceur de l'alpaga, parce qu'on a un pourcentage où c'est principalement de l'alpaga avec un petit peu de laine de mouton mélangée au travers. Ils ont chacun leur fonction, dans le fond. On peut juste pas faire les mêmes choses, on peut pas aller trouver les mêmes qualités de chaque côté. C'est comme je disais tantôt, en général, l'alpaga, c'est élevé pour la fibre. Fait qu'on pousse plus vers être une ferme commerciale de production de fibres. Puis c'est pour ça, en fait, que on a acheté la machinerie, puis on est en démarrage sur ce côté-là pour pouvoir la transformer, pour autant faire du fil, que faire du feutre, que faire du rembourrage, que faire tout l'ensemble de la production. Pour pouvoir s'éloigner un peu du modèle dans lequel la laine d'alpaga est utilisée uniquement pour mitaines, tuques, bas, choses comme ça, puis faire des produits qui sont un peu plus travaillés, puis qui viennent remplir une niche dans le marché qui n'est pas vraiment remplie en ce moment. La première étape, dans le fond, on a tout l'entrepôt avec la laine, puis ici, c'est le séchage. Dans le fond, c'est après la tonte. Souvent, les animaux sont humides parce qu'il y a eu la pluie, parce qu'ils ont joué dehors ou peu importe. Il faut tout étaler la laine ici. Puis on met, quand c'est vraiment trop intense, en haut, on met des ventilateurs pour souffler de l'air, pour vraiment sécher la laine. En arrière, une fois que tout est lavé, tout est propre et sec, on a tout, en fond, on entrepose, on a notre laine, on a la laine de clients qui veulent qu'on transforme leur laine. Fait que c'est tout en poche comme ça. Pour donner une idée, ça vient toute la belle fibre comme ça que tu peux séparer, tu peux prendre. Tu peux vraiment bien voir le poil puis la toison de l'animal.
Dans le projet de transformation, on a déjà commencé, en fait, cet hiver, à faire nos premiers prototypes de manteaux, un puffer coat en anglais, je ne sais pas c'est quoi la vraie expression en français, mais c'est des manteaux qui sont rembourrés avec la laine d'alpaga. On a un modèle pour hommes, on a un modèle pour femmes. En fait, on a 2 modèles pour femmes, parce qu'on a le modèle court et le modèle qu'on appelle en riant pour frileuse, qui descend jusqu'aux genoux. L'idée, c'est qu'on prend la laine, on la carde, on la feutre minimalement, puis on la rentre entre une couche de nylon puis une couche de tissu intérieur qui respire. Ça fait un manteau qui est très chaud puis qui se porte. Tu n'as pas l'impression qu'il te pèse dessus, qu'il te tombe dessus, contrairement à du duvet ou quelque chose comme ça, parce que la fibre se tient entre elles-mêmes, fait que ça donne l'impression d'un manteau qui te flotte dessus quasiment. Oh, c'était tes coupes, ça? Oui, c'était les coupes du plus petit. Lui, ça serait sur lui, dans le fond? Oui. Lui, c'est notre... Puis là, on pourrait faire une manche avec cela. OK. J'ai la chance d'avoir une mère qui est aussi excitée par le projet que moi. C'est elle, en fait, qui fait le gros de la couture pour l'instant. Je l'aide, mais je suis beaucoup moins compétent qu'elle. Et après ça, on va finir avec la viscose pour faire un intérieur doux. Parfait. Le manteau comme tel, c'est qu'on essaie de se positionner sur le marché comme étant un manteau qui est quand même haut de gamme, qui est quand même de qualité. Puis ça va beaucoup être en ligne. Veux pas, le marché local, il n'est pas si gros que ça. Puis c'est beaucoup plus compliqué de réussir à vendre au travers d'autres chaînes puis de réussir à aller chercher sa marge. Fait que c'est par là qu'on s'y prend en ce moment. Il y a un angle sur lequel l'industrie de la fibre naturelle au Québec, en Amérique du Nord en fait, a beaucoup de croûte à manger. Dans les années 70-80, c'est plus ou moins mort parce que ça a été exporté. Toute la machinerie de la transformation a été exportée en Chine. Puis les troupeaux aussi, malheureusement, ce qui fait que les éleveurs ont présentement vraiment beaucoup de difficultés à garder leurs élevages vivants. Toutes les régions au Québec, en fait, c'est compliqué de réussir à survivre, c'est compliqué de garder les régions vivantes. C'est une des raisons pourquoi on s'implique autant. On a de l'implication sur la chèvre et le chou, qui est le marché fermier de la région. On a de l'implication, on a parti une espèce de mini marché fermier avec d'autres fermes où, au milieu du village, on a des tentes puis on vend nos produits. Puis on s'implique avec des organismes communautaires de la région qui viennent sur notre ferme pour que les gens puissent visiter puis développer une relation, dans un espoir de redynamiser un peu l'agriculture à petite échelle en région. Présentement, j'ai une quarantaine de bêtes. Mon objectif, supposant que tout va bien et que je réussis à avoir les objectifs qu'on veut se rendre, j'aimerais monter quelque part entre 100 et 150. J'ai un bâtiment qui s'en vient justement pour pouvoir grossir. On a commencé avec une dizaine notre première année. Puis là, on a réussi à montrer une quarantaine.